Chers élèves de première SPEMAT, bienvenue dans cette correction du sujet donné en 2006 en Amérique du Nord lors de la nouvelle épreuve anticipée de mathématiques donnée aux élèves de première. Vous êtes en première générale et vous suivez la spécialité mathématique. Vos autres camarades qui sont en première générale et qui ne suivent pas la spécialité mathématique auront un sujet différent du vôtre. Et les élèves aussi en première technologique auront également cette épreuve avec un sujet différent du vôtre. L'épreuve dure 2 heures, elle est constituée de 2 parties. D'abord un QCM sur 6 points et puis une série de 3 exercices sur le cours. C'est sans calculatrice. Et voilà la part que représente cette épreuve dans le camembert des coefficients. Cette épreuve de mathématiques est coefficient 2. Alors on commence. Le nombre 1. D'abord un peu de calcul fractionnaire. Je rappelle que vous êtes sans calculatrice. Et 1 demi plus 3 demi fois 4, ça fait évidemment 1 demi plus 12 demi, soit 13 demi. Réponse B. Question 2. Le volume de la partie visible d'un iceberg est d'environ 10% de ce volume total. Donc vous avez l'iceberg et vous avez 10% ici du volume total de l'iceberg. Si la partie visible d'un iceberg est de 150 km3, eh bien, quel sera le volume total de cet iceberg? 10 fois plus, c'est-à-dire 1500 km3. Question 3. Le prix d'un article est multiplié par 0,845. Cela signifie que le prix de cet article A. Il faut calculer ici donc le taux d'évolution. Et le taux d'évolution, ça vous est donné par la formule CM-1, c'est-à-dire 0,845 ici, moins 1, ce qui fait moins 0,155, soit moins 1,55%. Réponse B. Question 4. On considère la fonction A définie pour tout réel x par a de x égale 5x plus 5, facteur de x plus 8. Le tableau de signes de a de x sur R est. Alors on voit tout de suite que les racines a de x égale 0, ça va nous donner x égale moins 5 ou x égale moins 8. Donc on est donc sur moins 5 et moins 8. On peut éliminer la réponse B et la réponse D. On voit également que le coefficient dominant, lorsqu'on va distribuer, il va avoir un coefficient dominant égal à 1 ici. Donc cette fonction est représentée par une parabole dont les branches sont tournées vers le haut, plus moins plus ici. Réponse C. Question 5. Un singe choisit une lettre au hasard parmi les lettres de l'alphabet. On note les événements. V, le singe choisit une voyelle. M, le singe choisit une des lettres du mot singe. Rappel, l'alphabet est constitué de 26 lettres dont les voyelles sont A, E, I, O, U, Y. On note P de V sachant M, la probabilité que le singe choisisse une voyelle sachant qu'il a choisi une lettre du mot singe. On peut alors affirmer que P de V sachant M, eh bien une voyelle parmi les lettres du mot singe, il y en a 2 sur 5. Réponse B. Il y a beaucoup de texte pour pas grand-chose cette question. Question 6. Soit f une fonction affine dont on a tracé la représentation graphique dans le repère ci-contre. Une expression algébrique de f est. Alors il s'agit de trouver l'ordonnée à l'origine égale à 30. Le coefficient directeur, j'avance d'un ici. Je baisse de 10, moins 10x plus 30. Réponse C. Question 7. La forme développée et réduite de l'expression x plus 2 au carré moins 1 moins x2 vaut. Alors il faut peut-être développer un peu ici. X au carré plus 4x plus 4 moins 1 moins 2x plus x au carré. Les x au carré s'éliminent. Il me reste 6x plus 4 moins 1 plus 3. Réponse B. Question 8. L'équation. Alors il s'agit de résoudre l'équation 2 facteurs de x moins 4 moins 2x plus 1 égale 0. Ça nous donne 2x moins 8 moins 2x moins 1 égale 0. Ça nous fait moins 9 égale 0. Impossible. Donc aucun x ne peut vérifier la première ligne. Il n'y a donc aucune solution à cette équation. Question 9. On considère le nombre e égale. Il va falloir simplifier e. Ici, alors c'est toujours bien, moi j'aime bien faire ça dans les QCM. Je regarde pas les réponses et je simplifie déjà.
au brouillon. On a ici, donc 27 c'est 3 puissance 3. Hein. On va éliminer les puissances. Ici, il nous restait fois 2 puissance 2 ici. Et il va nous rester ici 3 puissance 1. Donc on aurait 1 sur 12. Elle est donnée. Donc ça nous rassure quand dans les QCM on fait les calculs un petit peu en avance et qu'on retrouve bien notre réponse parmi les 4 réponses. Voilà, ça c'était le QCM. Donc on passe à l'exercice 1. L'exercice 1, un exercice de probabilité. Durant une fête foraine, une urne contient 10 boules. Chaque boule est soit verte, soit rouge, indiscernable au toucher. Un jeu est proposé aux personnes présentes à la fête foraine. Pour y participer, le joueur doit d'abord payer 1 €. Donc déjà, on commence par payer 1 €, donc déjà moins 1. Si on calcule le gain de ce jeu, il faudra commencer par dire, déjà je paye 1 €, donc je perds 1 € déjà, moins 1. Ensuite, le joueur tire une première boule qu'il donne au forain. Celui-ci note sa couleur, puis la remet la boule dans l'urne. Le joueur tire une deuxième boule, le forain note la couleur de ce deuxième tirage et remet à nouveau la boule dans l'urne. Voici les récompenses qu'il obtient. Si le joueur a tiré 2 boules rouges, il reçoit 3 €. Alors peut-être le noter ça. Donc rouge. Alors déjà le coût, hein, c'est moins 1. Donc c'est 1 €. Alors rouge, 3 €. 2 boules vertes, 1 €. Sinon, il ne reçoit pas d'argent, mais il a payé quand même 1 €. Dans cette partie, on considère que cette urne contient une boule rouge et 9 boules vertes. D'accord? Donc une rouge et 9 vertes. On note R1 l'événement, la première boule tirée est rouge. R2 l'événement, la deuxième boule tirée est rouge. Recopier et compléter la repondérée ci-dessous représentant la situation. Donc on a une seule boule rouge sur 10. Donc une chance sur 10 d'obtenir une rouge et donc 9 chances sur 10 d'obtenir une qui n'est pas rouge, c'est-à-dire verte. Et on aura également ici, puisqu'on refait exactement le tirage hein, dans les mêmes conditions. On obtient donc, voilà, cet arbre pondéré. Petit 2, on note grand X, la variable aléatoire donnant le gain algébrique du joueur, c'est-à-dire la différence entre la somme reçue après les 2 tirages et les frais de participation au jeu de 1 €. Quelles sont les valeurs prises par la variable aléatoire X? X prend les valeurs. Alors, on a calculé les gains. Alors, d'abord, il y a 1 €, on doit payer, on peut gagner 3 €. Donc 2 €. Ou alors, on a payé 1 € et on a gagné 1 €, ça fait 0 €. Ou alors, on a payé 1 € et on repart sans argent, on a perdu 1 €. Donc, on peut aussi noter x de oméga, je ne sais pas si vous notez ça en cours comme ça, moins 1, 0 ou 2. Petit b, montrer que P de x égale moins 1 égale 18 sur 100. Donc moins 1, c'est lorsque on tire, c'est le sinon ici. Donc c'est lorsque l'on n'a pas tiré de boule rouge et qu'on n'a pas tiré de boule verte non plus. Donc petit b. P de x égale moins 1 égale. Donc cet événement arrive lorsque l'on n'a pas tiré de boules rouges ou de boules vertes. Donc soit une rouge et une verte. 1 sur 10 fois 9 sur 10, soit une verte et une rouge, plus 9 sur 10 fois 1 sur 10. Donc 9 sur 100 plus 9 sur 100 égale 18 sur 100. Recopiez sur votre feuille et complétez le tableau suivant. Alors ici on a la loi de probabilité de x, donc ce sont les valeurs de k possibles. Donc on a dit moins 1, 0 ou 2. Et on a dit 18 sur 100 pour moins 1. Alors sinon, quand est-ce que le gain peut être égal à 0? Eh bien le gain, il est égal à 0 lorsqu'on obtient une verte et qu'on gagne 1 €, mais qu'on avait payé 1 € pour jouer.
Donc pour avoir une verte et une verte, ici, j'ai P de X égale 0. C'est égal au chemin, donc 9 sur 10 fois 9 sur 10. Donc ici, on a 81 sur 100. Et puis, soit vous calculez la somme pour qu'elle fasse 1, soit ça va nous permettre de faire une vérification. Si on obtient rouge et rouge, P de X égale 2, c'est quand on fait 1 sur 10 fois 1 sur 10, donc 1 sur 100, ce qui nous permet de nous rassurer en se disant que 18 plus 80 plus 1, ça fait 100, et que 100 sur 100, c'est égal à 1. Question petit d, calculons l'espérance de x. L'espérance de x ici est donnée par, c'est la somme des produits des gains par leur probabilité, moins 1 fois 18 sur 100, plus 0 fois 81 sur 100, plus 2 fois 1 sur 100. Ça nous donne donc moins 18 sur 100 plus 2 sur 100, moins 16 sur 100, donc moins 0,16. Interprétez le résultat. Le joueur gagne en moyenne, perd, qu'il gagne moins 0,16, donc il perd 0,16, perd en moyenne à ce jeu 0,16 €. Ensuite, dans cette partie, alors c'est peut-être une des questions un petit peu difficiles de ce sujet. Vous allez voir. Dans cette partie, on considère que cette urne contient maintenant n boules rouges. Donc on est sur n boules rouges. Et donc 10 moins n boules vertes. Où n est un nombre entier naturel compris entre 0 et 10. On note y, la variable aléatoire, donnant le gain algébrique après les deux tirages. Démontrer que l'espérance de y égale 4n au carré moins 20n sur 100. On expliquera la démarche mise en œuvre. Toute démarche, même incomplète, sera prise en compte dans la notation. Alors, le gain algébrique, c'est toujours y ici. Alors, le gain algébrique, on a dit qu'il pouvait être égal à moins 1. Et ça, c'est dans le cas où je tire une boule rouge et une boule verte, ou je tire une boule rouge, une boule verte et une boule rouge. Donc, la probabilité que je tire une boule verte, il y en a 10 moins n sur 10. On va refaire l'arbre si vous voulez. Donc on avait soit rouge, soit vert, soit rouge, soit vert, soit rouge, soit vert. Cette fois, des boules rouges, il y en a n. n sur 10. n sur 10. Des boules vertes, il y en a 10 moins n sur 10. 10 moins n sur 10. 10 moins n sur 10. Alors, je ne gagne, on ne me donne pas d'argent, mais j'ai payé 1 € lorsque j'ai deux boules de couleurs différentes. Autrement dit, lorsque je suis ce chemin, ou lorsque je suis ce chemin, on ne me donne pas d'argent, mais j'ai payé 1 €, donc mon gain algébrique est de moins 1. Donc, je vais pouvoir dire que la probabilité que mon gain soit de moins 1 est n sur 10 fois 10 moins n sur 10, plus la même chose, 10 moins n sur 10 fois n sur 10. C'est donc égal à 2n 10 moins n sur 100. Ça, c'est P de y égale moins 1. P de y égale 0. Ça, c'est quand je gagne 1 €, donc que je tire deux boules vertes. Ici, on avait dit deux boules vertes, c'est 1 €. Donc deux boules vertes ici, 10 moins n sur 10, multiplié par 10 moins n sur 10.
donc 10 moins n, le tout au carré, sur 100. Et enfin, P de Y égale, donc je pouvais avoir également 2 euros. C'est ça, si je gagne 3 euros, sachant que j'ai payé déjà 1 euro. Donc en tout, je gagne 2 euros. Et ça, c'est rouge-rouge. Donc je gagne 3 euros lorsque je suis ce chemin n sur 10 fois n sur 10, soit n au carré sur 100. Bien. On va donc résumer dans un tableau la loi de probabilité de Y pour des valeurs de K qui peuvent être moins 1, 0 ou 2. J'ai pour moins 1, 2n, 10 moins n sur 100. Pour y égale 0, 10 moins n au carré sur 100. Et pour y égale 2, n au carré sur 100. Quelle est l'espérance de y? La somme des produits des gains par leur probabilité, on obtient donc moins 1 fois 2n, 10 moins n sur 100, plus 0 fois, je vais pouvoir effacer l'arbre ici, 0 fois 10 moins n au carré sur 100, plus 2 fois n au carré sur 100. Ce qui nous donne sur 100 moins 20n plus 2n au carré plus 2n au carré, soit 4n au carré moins 20n sur 100. Ce qui est bien ce qu'on nous demandait. Voilà. Ah non, c'est pas fini. Petit 2, pour combien de boules rouges dans l'urne le jeu est-il équitable? Alors, un jeu équitable, c'est quand l'espérance, vous devinez, hein, entre le joueur et le forain. Le jeu est équitable lorsque l'espérance de y est égale à 0. Et cette espérance de y égale à 0, elle est équivalente à dire que 4n au carré moins 20n sur 100 égale 0, puisqu'on l'a calculé à la question précédente. Une fraction est nulle lorsque son numérateur est nul. Ça fait 4n facteur de n moins 5 en factorisant ici égale 0, équivaut donc à n égale 0 ou n égale 5. Le jeu est équitable lorsqu'il y a 0 ou 5 boules rouges dans l'urne. Voilà donc pour cet exercice de probabilité. Exercice 2. Pour réduire sa facture d'électricité, Camille a décidé de faire poser des panneaux solaires sur le toit de sa maison. Elle souhaite analyser sa production et estimer le temps nécessaire pour rentabiliser cet investissement. Lors d'une belle journée ensoleillée, la puissance électrique en kilowatts des panneaux solaires de Camille peut être modélisée en fonction de l'heure par une fonction f. On admet que f est définie sur 0,24. 0,24. Pourquoi 0,24? 24 heures, hein, de minuit à minuit. Et on donne sa courbe représentative CF ci-dessous. Et voici la courbe qui donne la puissance électrique en fonction de l'horaire de la journée. Bah, dis donc, elle est parfaitement symétrique, cette courbe. Ce sont des conditions idéales. Petit 1, donner la puissance électrique des panneaux solaires à 11 heures. Alors, à 11 heures, je suis là. Donc, juste une lecture graphique ici. Hop. À 11 heures, la puissance électrique est de 6 kW.
Petit 2, résoudre graphiquement l'inéquation f de x supérieur ou égal à 5. Donc je suis là, f de x est supérieur ou égal à 5 entre eux, et interpréter ce résultat dans le contexte de l'énoncé. Alors l'inéquation f de x supérieur ou égal à 5 par lecture graphique, c'est pour des valeurs de x comprises entre à 5 ici, 10 heures, 10,5 et 15,5. Donc dans le contexte de l'exercice, la puissance électrique est supérieure à 5 kW entre 10h30 et 15h30. Voilà. Le coût pour 1 kWh consommé au tarif réglementé de 15 centimes d'euros était de 15 centimes d'euros en 2020. On admet que ce tarif réglementé augmente de 6% chaque année. On note C indicène le coût en euros pour 1 kWh consommé durant l'année 2020 plus N. Alors ça, je vais le noter. Alors, vous remarquez que c'est un exercice sur les suites. Le premier exercice, c'était sur les probabilités. Donc moi, je vous fais le pari que vous aurez ça. Hein. Un exercice sur les probabilités, un exercice sur les suites et un exercice sur les fonctions. C'est ce qui, a priori, tombe dans ces sujets d'épreuves anticipées de mathématiques. Alors, je note ici la phrase CN, c'est la consommation, c'est le coût en 2020 plus N. C'est important de comprendre ça. C'est-à-dire que C0 c'est en 2020, C1 c'est en 2021, etc. On a alors C0, donc le coût en 2020 qui était de 15 centimes d'euros. Alors, on nous dit que ça augmente à chaque fois de 6%. Déterminer la nature de la suite Cn. Alors déterminer en mathématiques, ça veut dire donner en justifiant. Donc il faut justifier ici. Donc pour tout entier naturel n, on nous dit que ça augmente à chaque fois de 16%. Donc Cn plus 1 égale Cn plus 6% fois Cn, donc évidemment 1,06 fois Cn, on est sur un taux d'évolution ici en pourcentage, donc il y a un coefficient multiplicateur égal à 1,06. Cn est une suite géométrique de raison 1,06. Petit 2, pour tout entier naturel n, exprimez Cn en fonction de n. Vous connaissez votre formule du cours des suites géométriques. Pour tout entier naturel n, Cn égale C0 fois 1,06 puissance n. C0, c'était 0,15 fois 1,06 puissance n. Petit 3, donner le calcul permettant d'obtenir le coût pour 1 kWh consommé en 2030. Alors, on nous dit à chaque fois ça augmente, c'est multiplié par 1,06. Donc, le calcul permettant d'obtenir le coût en 2030. Alors, voilà pourquoi la formule était importante, c'était 2020 plus n. Donc, 2030, c'est 2020 plus 10. Hein. Donc, je cherche C10 ici. Le coût pour 1 kWh en 2030 est, c'est donc que je cherche C10. C10 égale 0,15 fois 1,06 puissance 10. Alors, on ne vous fait pas calculer ça évidemment. Hein. Il n'est pas demandé d'effectuer ce calcul. Je vous rappelle que la calculatrice n'est pas autorisée dans cet examen, donc on vous demande juste d'écrire l'opération qui donnera le bon résultat ici. Petit 4. Alors, une question qui paraît
plus difficile qu'elle ne l'est, hein, parce que l'algorithme peut être un peu dur à comprendre, mais en fait, les questions qu'on nous pose sont assez faciles. On admet que chaque année depuis 2020, l'utilisation des panneaux solaires de Camille lui a permis d'éviter l'achat de 2000 kWh par an. L'installation des panneaux solaires en janvier 2020 a coûté à Camille 7000 €. Et on considère le programme Python ci contre. N égale 0, donc vous devinez, hein, c'est le N de la suite CN. C égale 0,15, c'est le coût initial du kilowattheure en 2020. S égale 0, eh bien voilà, c'est une variable de départ égale à 0. Tant que S est strictement inférieur à 7000. Donc on a envie de se dire quand même, puisque l'installation a été de 7000 €, que ce grand S, c'est ce qu'on va calculer jusqu'à ce que ce grand S dépasse 7000. Donc sûrement une histoire de quand est-ce qu'on a rentabilisé ces 7000 €. Et en effet, à la ligne suivante, grand S devient à chaque étape grand S plus C fois 2000. Alors le 2000, c'est le 2000 kWh par an. Le C, c'est le coût du kilowattheure chaque année. Et l'indice chaque année de ma suite, elle change. Oui, mais le coût du kilowattheure chaque année, lui-même, il augmente de 6%, et donc lui-même est multiplié par 1,06. Donc, à chaque étape, je change aussi la valeur de mon C en le multipliant par 1,06. Et ainsi, je regarde à chaque fois là l'économie que je fais chaque année. Je sors de la boucle une fois que cette économie a dépassé 7000, autrement dit, une fois que cette économie a rentabilisé l'achat de départ, et je demande au logiciel de me dire l'année de combien d'années ça a pris. Voilà, donc ça peut être un peu compliqué à comprendre, mais petit a, dans le contexte de l'énoncé, que représentent les variables C et grand S du programme? Donc C, c'est justement le coût, si je reprends exactement les mots de la question, on avait un tarif réglementé du kilowattheure. Donc C représente le tarif réglementé du kilowattheure. Ici. Et que représente grand S? Alors, reprenons les mots de l'exercice. L'utilisation des panneaux solaires a coûté à Camille. L'utilisation des panneaux solaires a permis d'éviter l'achat de 2000 kWh par an. Donc ce grand S, il représente l'économie, de Camille au fil des années, tout au long des années qui passent. On exécute le programme, il affiche 16. Donc on peut dire que après 16 ans, Camille aura rentabilisé l'installation des panneaux solaires au bout de 16 ans. Voilà, pour terminer par un petit peu de sens et de mots en français, cet exercice. Et on passe à l'exercice 3. Là, on revient à des choses plus calculatoires, plus mathématiques, avec un exercice sur les fonctions. On considère la fonction f définie par f de x égale 4x moins 4 facteur de exponentielle moins 0,5x plus 5. On note CF sa courbe représentative dans un repère orthonormé. On admet que f est dérivable sur R et on note f' sa fonction dérivée.
montrer que pour tout x appartenant à R, donc soit x appartenant à R, vous calculez f' de x. F' de x égale, vous avez un produit de fonction. U' v plus uv'. U' v plus u. Mais v' est une composée de fonction. V ici, vous avez exponentielle de x plus b que vous dérivez en moins 0,5 fois exponentielle moins 0,5x. Plus 5, quand vous dérivez, qui s'en va. Vous pouvez tout factoriser ici. Donc il y a 4, il y a moins 2x, il y a plus 4 fois 0,5 plus 2 fois exponentielle moins 0,5x. Ce qui nous donne donc 6 moins 2x fois exponentielle moins 0,5x. C'est bien ça, moins 2x plus 6 fois exponentielle moins 0,5x. Question 2, étudier le signe de f' de x sur R puis en déduire les variations de la fonction f sur R. Alors pour le signe de f' de x, on peut faire un tableau de signes ici. On va devoir étudier le signe de la fonction moins 2x plus 6. Donc x, la fonction qui est à x associe moins 2x plus 6 est une fonction affine de coefficients directeurs strictement négatif. Et moins 2x plus 6 égale 0, ça équivaut à moins 2x égale moins 3, moins 6, donc x égale 3. On a donc le tableau. Où ici on peut avoir le signe de moins 2x plus 6, donc fonction de coefficient directeur strictement négatif, donc fonction décroissante. Il commence par des valeurs positives qui passent par 0, puis par des valeurs négatives. La fonction exponentielle moins 0,5x qui, elle, est toujours positive. Le produit des deux, f', qui donc est positif, puis égal à 0, puis négatif. On peut donc en conclure les variations de la fonction f d'après le signe de la dérivée, donc d'après le signe de sa dérivée, f est strictement croissante sur moins l'infini 3 et strictement décroissante sur 3 plus l'infini. La courbe CF admet-elle des points pour lesquels la tangente est horizontale? Si oui, on précisera les coordonnées exactes de ces éventuels points. Alors, il faut avoir, pour avoir une tangente horizontale, il faut avoir un coefficient directeur égal à 0 de la tangente. Donc, on peut dire, la tangente, une tangente ACF est horizontale lorsque passant par le point d'abscisse A, passant par le point d'abscisse A, f' de A égale 0. Il faut donc résoudre f' de A égale 0. f' de A égale 0 équivaut à moins 2A plus 6 fois exponentielle moins 0,5A égale 0. Ça équivaut à moins 2A plus 6 égale 0, ce qui vaut à A égale 3. Donc, oui, la courbe CF admet une
tangente horizontale en le point, les coordonnées de ces éventuels points d'abscisse, d'ordre de coordonnées je n'ai pas calculé f de 3 d'ailleurs, pardon, donc j'aurais dû le calculer ici pour avoir l'autre, pour avoir son ordonnée. Je vais le faire ici. F de 3, c'est 4 fois 3, 12 moins 4, 8. 8 fois exponentielle moins 0,5 fois 3, donc moins 1 demi, moins 3 demi, plus 5. Bon, d'accord. Donc le point d'abscisse 3 et d'ordonnée 8 exponentielle moins 3 demi plus 5. Question qui termine le dernier exercice de ce sujet.